Attention, dans cette vidéo, nous parlerons à plusieurs reprises d'agressions sexuelles et de viols. Nous tenions aussi à vous prévenir que vous nous verrez souvent opter pour un ton assez léger, parfois même en rigoler. C'est notre manière de gérer les choses, d'arriver à parler d'un sujet difficile à aborder, surtout lorsqu'on a été des victimes. Bon visionnage. Avec Sergina, on a beaucoup discuté du consentement, globalement. On a beaucoup discuté de la culture du viol en France, de comment ça pouvait nous affecter. Et c'est vrai que ça nous paraissait bizarre de ne pas faire une partie qui se concentrait uniquement sur le fait d'être des femmes noires et comment en fait le consentement pouvait être abordé en étant une femme noire et comment finalement la société pouvait nous objectiver et ne pas nous autoriser à avoir un consentement. Brian Little. I'm just saying that life is hard, you know. The world is money. I want money, you know. Levitation upper grade. Et pour commencer sur cette thématique, je pense que une des choses qui m'avait le plus choquée étant adolescente, on avait assez peu de modèles de femmes noires, mais on avait des modèles de femmes noires nues souvent, Oui. ou qui étaient sauvages. Ceux dont je me rappelle le plus, ces modèles, c'était les photographies de Jean-Paul Goude avec Grace Jones. Au début, je sais que j'avais trouvé ces photos assez belles parce que esthétiquement, je les trouve, c'est des belles photos. Mais je pouvais pas te sortir à 10 ans, oui, non mais je pense que les femmes noires sont réifiées sur cette... et animalisées. Non, il n'y avait pas cette analyse, hein. Mais je me disais quand même... Tu sens un truc. Voilà, je me disais c'était un petit peu bizarre, comme sur la photo de couverture du livre de Blanchard, sur les os humains, on voit un homme blanc qui est debout avec des enfants noirs qui sont là comme des animaux, un zoo humain. Et j'avais ça dans mon salon, donc j'avais ce livre dans mon salon. Il y avait pareil des photos avec Naomi Campbell qui court et il y a un guépard à côté qui court on dirait qu'ils sont à la même allure. Oui, qui sont à la même allure. Et c'est vrai que la photo, toujours, même dans l'enfance, je trouvais la photo super belle. Mais là aussi, je me disais, c'est quand même bizarre parce que je vois rarement ce genre de photos avec des femmes pas noires. Et en grandissant, et notamment pour la recherche qu'on a faite pour cette vidéo, et aussi parce qu'on s'en doutait quand même, on s'est dit, mais d'où ça vient quand même le fait que le corps des femmes noires, ça peut être réifié, ça peut être un petit peu toujours animalisé, exotisé. Sans grand étonnement, ça remonte quand même souvent à l'esclavage. Et en fait, l'esclavage, l'une des caractéristiques de l'esclavage, c'était pas que et uniquement que les gens travaillaient et qui n'étaient pas payés, c'était aussi que leur corps ne leur appartenait pas. Le corps était un bien qui était au maître, à n'importe qui sauf à eux. Et c'est vrai que pour les femmes noires, ça a eu un impact assez considérable. Heureusement, dans la littérature, il y a pas mal d'exemples de ça, notamment Toni Morrison, notre maman, dans Beloved, c'est l'un des livres qui m'a le plus traumatisée. Non, c'est le livre qui m'a le plus traumatisée. Une des scènes du livre, l'héroïne se fait battre, elle vient juste d'accoucher. Franchement, c'est dur à dire, vraiment j'ai du mal à dire. Donc elle se fait battre et la douleur est tellement profonde et elle a tellement des montées de lait que il y a du mélange de sang et de lait qui sort en même temps qu'on la fouette parce que ça sort en même temps. Et en fait, j'ai lu effectivement que ça c'était une pratique assez courante de frapper les femmes enceintes, de les fouetter. On dirait presque que finalement il y avait un intérêt de voir ce spectacle. Donc c'était l'un des exemples du fait que le corps des femmes noires ne leur appartenait pas. Et l'année dernière, j'ai pu regarder un reportage sur Arte. Il y a eu 2 minutes du reportage qui abordait le consentement et le viol sur les femmes noires. Et donc il prenait le cas de Saartjie Baartman, qu'on connaît sous le nom de la Vénus Hottentote, et en fait elle avait comme caractéristique d'avoir une malformation qui faisait qu'elle avait un postérieur assez proéminent, qui a fait qu'elle a eu une vie absolument catastrophique parce que elle a été emmenée comme bête de foire dans toute l'Europe. Elle est morte assez jeune dans des circonstances tragiques.
Georges Cuvier, le chirurgien de Napoléon, était présent et il l'a aussitôt disséqué pour tenter de trouver le chaînon manquant entre le singe et l'homme moderne civilisé. Il a affirmé que c'était la femme noire. Selon lui, le vagin et la vulve permettaient de voir que les lèvres s'étaient atrophiées au cours de l'évolution. Plus elles étaient petites, plus le désir sexuel devait être limité. De ce fait, les femmes noires étaient toujours consentantes et il était impossible de les violer. Ces théories sont extrêmement racistes. De leur côté, les femmes blanches et civilisées étaient frigides et donc plus désirables. En clair, les femmes qui ne ressentent pas de désir sont les plus désirables. Et donc j'ai trouvé ça très très traumatisant, surtout que par la suite, je me suis intéressée à ce monsieur, donc Georges Cuvier, que je ne connaissais pas, et que l'école a bien pris soin de jamais m'en parler, ou s'il m'en a parlé, il m'a dit que c'était quelqu'un de très bien. Et je me suis rendu compte que ce monsieur avait des rues dans beaucoup de villes de France, et que... Rue Cuvier, Paris, 5e arrondissement, restaurant universitaire dans la prestigieuse université de la Sorbonne, restaurant du Crous, restaurant universitaire, Cuvier. Et nous, moi d'ici, tout content, oh les nuggets le vendredi. Après des vifs débats du coup, et des pétitions, la France, en 2002, après avoir exposé le corps de Saartjie Baartman pendant presque 2 siècles, a restitué son corps à l'Afrique du Sud. En même temps, c'est horrible d'en entendre parler, mais ça nous permet aussi de comprendre des choses. Maintenant, sur la façon dont notre corps est considéré parfois, c'est horrible qu'on doit passer par ce genre de connaissances pour comprendre certaines choses, mais tu te dis, ah, enfin, c'est pas nous qui exagérons ou... Mais c'est surtout qu'il y a cette facilité à dire qu'en France, on a découvert qu'il y avait des Noirs assez récemment, et que si les gens sont racistes et qu'ils ne connaissaient pas de Noirs, alors qu'il y a des histoires comme ça, tu peux pas me faire croire qu'il n'y a pas eu des journaux qui ont parlé de cette femme noire avec ses grosses fesses, et finalement ils ont pas retenu qu'il y avait des personnes noires qui existaient en France, mais ils ont retenu le cliché. Je trouve ça assez frappant. Donc on se rappelle en 2011 l'affaire DSK, Dominique Strauss-Kahn, qui a été arrêté pour avoir violé la femme de chambre, donc, qui s'occupait de la chambre, qui l'occupait à l'hôtel Sofitel, Nafissatou Diallo, qui a porté plainte, qui a témoigné de ce qu'il avait fait subir, et le traitement, la façon dont l'affaire a été traitée dans les médias, dont on l'a tous vu, c'est quelque chose qui nous a déjà choqué à l'époque et qui nous a marqué, qui reste et qui en dit long sur la manière dont on écoute, dont on entend. Le viol, bon déjà, sur toutes les femmes, hein, le fait qu'on nous écoute pas, qu'on va toujours trouver une excuse, oui, mais encore plus quand c'est des hommes qui ont du pouvoir. Mais là, en fait, il y avait une dimension vraiment particulière à cette affaire, du fait que c'était une femme noire qui occupait un poste de femme de chambre, donc un sous-métier, et qui, en plus de ça, avait un prénom à forte consonance africaine, Nafissatou Diallo. Ce qui a été assez étonnant en France, c'est le soutien que DSK a pu avoir de la classe politique et même de la France entière, qui se disait que cet homme était trop puissant, avait trop d'argent, était séducteur, assez intelligent, pour ne pas avoir besoin d'agresser cette femme que la société française considérait comme pas attrayante, pas assez intelligente, pas assez belle, pas assez à chaque fois, pas assez pour qu'elle puisse avoir été violée. Il y a eu beaucoup de débats pour savoir finalement si malgré cela il pourrait devenir président. Il y avait plus une peur de savoir si par la suite oui il pourrait devenir président que la gravité de ce qu'il avait pu faire. Et ce qui avait vraiment le plus choqué en France, c'est qu'on ait pu voir DSK menotté, alors qu'on sait très bien en France que rarement un homme politique, même accusé de viol ou d'agression sexuelle, ne va pas arriver menotté. Il y a encore une gestion assez coloniale de qui est menotté, qui peut être vu... Ça choquait en fait. Qui peut être vu comme un criminel. Alors qu'il y en a beaucoup de cols blancs qui sont des criminels et qui ont un casier judiciaire, mais on va pas se demander si eux ils doivent mourir ou pas. Et toute la compassion qu'on aurait vu diriger vers Nafissatou, pas la pitié, mais juste la compassion vraiment pour une femme qui a été violée, qui a son affaire traînée comme ça, publiquement dans les médias et tout, c'est horrible.
on essayait de lui trouver des excuses. Ouais, c'est ça. On se disait, oui, mais c'est horrible ce qu'il a fait, mais on connaît son personnage. C'est horrible ce qu'il a fait, mais est-ce qu'on peut vraiment annuler toute une carrière d'un grand homme politique pour ça? Il y avait une véritable compassion pour cet homme. J'allais dire qu'il y avait, alors qu'il y a toujours autant un mépris aujourd'hui pour le viol, qui est considéré comme quelque chose qu'on peut se remettre facilement, qui n'est pas si grave, qu'on n'était pas là, donc on ne peut pas être sûr que c'est vrai, qu'elle cherche forcément l'argent, donc elle s'amuse, voilà, c'est les femmes noires vénales, donc finalement ce qu'elle avait vécu c'était faux, et que peut-être même elle avait l'habitude. On sait que dans les hôtels, dans les grands hôtels, ce qu'on fait aux femmes de chambre, ce qu'elles subissent, tout le monde en a rien à foutre. Donc il y a tellement une complaisance autour du viol qu'on ne le reconnaît même plus. On pourrait dire que oui, c'est un homme séducteur, qui a des intérêts plus ou moins prononcés pour le sexe. Qui a dépassé un peu les limites. Voilà, Mais on connaît le personnage, donc voilà. on devrait s'y attendre. Voilà. C'est nous qui devrions adapter notre comportement à la personne en face de qui on est. Et une des choses que j'ai pu relire récemment, qui m'a vraiment choquée pour préparer cette vidéo, c'est, écoutez bien, Jean-François Kahn, pour défendre DSK, Jean-François Kahn a déclaré être pratiquement certain qu'il n'y a pas eu une tentative violente de viol, donc déjà, Oui. avant d'évoquer comme une impression, précise-t-il, d'une imprudence, d'un troussage domestique qui n'est selon lui pas bien. Alors, on est allé chercher ce que voulait dire troussage domestique. Faut s'intéresser quand même aux termes qui sont utilisés. C'est important, les termes sont importants. Faut pas oublier que c'est des gens qui ont fait des grandes écoles, qui savent. Ils savent pourquoi ils disent tel propos. Donc, un troussage domestique renvoie au temps où la bourgeoisie exerçait un véritable droit de cuissage sur les femmes domestiques. Donc, un troussage domestique, c'est en gros un droit de cuissage. Mais qu'est-ce que le cuissage ou le troussage? Donc, cela désigne au XVIIe ou XVIIIe siècle le fait de relever brusquement et par surprise les jupons ou la robe d'une femme. À cette époque, elle ne portait pas de sous-vêtements, ce qui rendait le viol plus simple. Et oui, Jamy, lorsqu'il était affairé à des tâches où elles étaient susceptibles d'être agressées, lorsqu'elles lavaient le sol par exemple, les femmes employées comme domestiques portaient généralement un caleçon pour éviter d'être troussées. Et enfin, les maîtres aux colonies interdisaient bien évidemment le port du caleçon pour leurs négresses de case, employées comme domestiques et comme objets sexuels. Donc petit aparté, il faut arrêter de dire négresse et nègre de maison parce que la vie n'était pas meilleure. Donc ce troussage domestique que Jean-François Kahn aborde dans le plus grand des calmes sur France Culture, Radio Nationale, ça veut dire qu'il s'est donné le droit de parler comme ça. De Nafissatou Diallo, donc encore une fois c'est une domination des corps parce que donc au XVIIe et XVIIIe siècle ces femmes qui se faisaient trousser donc en dehors des esclaves qui n'avaient pas de droit parce que c'était des esclaves, c'était souvent des petites bonnes qui venaient de campagnes assez reculées qui de toute façon n'avaient aucun droit, ne pouvaient pas lutter contre cette domination des corps, donc elles devaient se laisser faire et même il y avait le terme engrosser, tomber enceinte, enfin elles étaient dans des situations catastrophiques et elles ne pouvaient rien faire parce que c'était l'ordre établi et que c'était le maître du domaine qui décidait de ce qu'ils pouvaient faire de leur corps. Et donc, que Jean-François Kahn utilise ce terme pour parler de cette femme noire qui est dans une position sociale, raciale et de genre inférieure à DSK n'est absolument pas étonnant. Ça montre juste le mépris général qu'il pouvait avoir pour cette femme et ce que globalement la classe politique pensait de cette affaire. Et pour revenir à cette affaire, il n'y a pas eu que le monde politique... Pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu rigoles? Je sais ce qui arrive. Je sais ce qui arrive, pardon. Il n'y a pas eu que le monde politique qui s'est intéressé à cette affaire. Des artistes de très grands noms, avec beaucoup de talent, un intellect développé. Cet homme a un cerveau tellement épais, notre Kinvey national. Donc en 2012, Kevin Bonnet sort cet incroyable son qui s'appelle El Tamaté, entre parenthèses, Fatoumata. C'était clairement une parodie, parce que c'est totalement quelque chose qu'on peut parodier, de l'affaire dont on venait de parler, Nafissatou Diallo et Dominique Strauss-Kahn. C'était une chanson à succès, c'était une chanson qui a eu, enfin, on lui a donné un budget. Oui, on
on lui a donné un budget pour faire le clip. Et des coups de fil qui ont été passés et on a dit, là tu tiens un truc. Là. Pour Sarah, 11 ans, violée par un homme de 28 ans en avril 2017, tout comme pour Justine, 11 ans également, violée par un homme de 30 ans en novembre 2017, le parquet ne retiendra pas le viol sur mineur. Ces 2 enfants étaient noirs. L'intellectuelle et maîtresse de conférences Maboula Soumaoro disait à ce sujet sur Facebook. L'accusé savait ce qu'il laissait entendre en déclarant cela. Les femmes, et même les petites filles noires, sont chaudes et aiment le sexe. Et les jurés ont été réceptifs. Cette phrase a fait écho à une histoire, une culture, un racisme structurel. Et en plus, on demande toujours plus aux femmes noires et aux enfants noirs quand ils sont victimes de violences sexuelles et où toujours le consentement est lié en fait. Il y avait une affaire de cette petite fille de 11 ans. Donc 11 ans, on rappelle, c'est CM2 6e. Hein. CM2 6e. Avait été violée par un homme de 25 ans et le chef d'inculpation a été requalifié en atteinte sexuelle et non plus en viol parce que apparemment elle n'a pas pu prouver qu'elle avait résisté et qu'elle n'était pas consentante. Encore une fois, on dit la petite fille mineure, la petite fille mineure de moins de 15 ans a été violée par quelqu'un de 25 ans. Je sais que cette affaire m'avait vraiment choquée. Parce qu'on avait dit que finalement, oui, peut-être que même elle avait été assez... pas assez dans la démonstration de son refus, que même son physique faisait croire que oui, elle avait plus que 11 ans. Donc toi, tu vas me faire croire que tu vas voir une fille qui est formée, tu vas voir, et tu vas pas te dire, ça se voit qu'elle a 11 ans. Mais c'est des mentalités de violeurs, c'est tout. Enfin, c'est juste la culture du... Voilà, c'est une culture du viol, c'est tout. Il n'y a pas de oui, on dirait qu'elle a plus que 11 ans. Non, 11 ans, c'est 11 ans. 11 ans, c'est 11 ans. J'en discutais la dernière fois sur Twitter avec certaines autres femmes. Je parlais de mon expérience personnelle et je disais que je trouvais ça quand même étonnant parce qu'en fait j'étais retombée sur des photos de moi à un certain âge et ce que j'avais comme souvenir c'est qu'à cet âge-là on me disait énormément « Ah mais tu fais beaucoup plus vieille que ton âge ». Et ça ne venait pas de personnes de mon âge en fait, ça venait vraiment d'adultes, de personnes plus âgées, soit d'adolescents plus âgés, soit vraiment d'adultes qui me disaient ça, ou même qu'elle allait le dire à mes parents, ou qu'elle allait me le dire. En mode, il faut que tu saches que tu fais plus âgé. Et moi je retombais sur ces photos. Tu t'es regardée, tu t'es dit non. Tout ce que je voyais c'était une enfant, vraiment une enfant, une tête d'enfant, une manière de s'habiller, une enfant. Mais c'est pas parce qu'il y a un petit peu de ça, un petit peu de fesses quelque part que ça se voit. Et je me dis c'est quand même... non, c'est pas bizarre en fait, c'est la culture du viol, voilà, où on met dans la tête à vraiment des enfants, il faut que tu saches quand même que tu fais plus âgé, ce qui va après nous conditionner, nous, quand on va être face à des comportements de pédophiles, de se dire ah bah oui mais c'est sûrement parce que je fais plus vieille donc bon voilà donc c'est un petit peu de ta faute voilà c'est ça c'est un petit peu de ma faute c'est pas sa faute le sous-entendu c'est un petit peu de ta faute si tu te fais agresser parce que tu faisais plus vieille parce que t'avais trop gros seins parce que c'est vrai que c'est les seins qui te violent parce que les adultes et que oui les adultes te l'ont dit et que les adultes qui sont en face de toi eux ne peuvent pas se gérer alors que c'est eux les adultes exactement. Le fait de considérer que les corps des enfants noirs font plus âgés, ça concerne autant les petites filles que les petits garçons. Parce que souvent, on peut voir même... Je trouve ça choquant des fois sur Twitter quand je vois des femmes adultes qui vont regarder des 2005 et qui vont se dire... Oui, ça arrive souvent. Et en fait, comme finalement des fois les garçons, ils apprécient ce côté séducteur de se dire oui, j'arrive à avoir des milfs de 22 ans quand j'en ai 15-16 qui ont l'impression que c'est une réussite, cette performance de la masculinité, de pouvoir séduire des personnes plus âgées. Ils se rendent même pas compte forcément que finalement, est-ce qu'il y a vraiment eu consentement eux aussi en fait Est-ce qu'ils étaient vraiment d'accord pour faire les choses ou ils se sont convaincus qu'ils étaient d'accord pour performer leur masculinité, tu vois. Je trouve ça assez triste parce que ils ont du mal à aborder la notion de consentement quand on leur demande « Et toi, est-ce que t'étais sûre que le début de ta sexualité ou même après, tu as toujours été d'accord pour le faire ?»
Ouais. Tu leur poses la question, je dis tiens, mais même eux ils vont être dans l'idée que oui je suis un homme, donc ouais je suis toujours d'accord, alors que bah non en fait, enfin, toi aussi t'as le droit de dire non, t'as pas Surtout envie, que t'étais pas un homme, t'étais voilà, t'étais pas un jeune homme, t'étais un petit garçon. Voilà, t'étais un adolescent. Ok, t'avais ton corps qui était musclé entre guillemets et tout, mais tu restes quand même aux yeux de la loi, et même ta maturité fait que tu peux pas considérer que t'es un homme en fait. C'est ça. Donc on peut abuser de toi, on peut te manipuler, et le fait qu'il n'y ait pas ce questionnement même plus tard, c'est assez triste et finalement pas si étonnant quand on considère que la masculinité c'est toujours être fort, puissant, et que finalement si tu acceptes de dire qu'une femme ou un homme t'a dominé, quand t'es un homme hétérosexuel, et ben c'est que tu es une victime, et le fait d'être une victime c'est la pire chose au monde, alors que c'est juste un statut d'être une victime, c'est pas une insulte. Être une victime, c'est qu'on a besoin d'être protégé maintenant par la loi, d'avoir un soutien psychologique, et d'être reconnu pour pouvoir évoluer et passer cette étape d'être une victime. C'est pas une fin en soi, c'est pas marqué sur nous victime, mais c'est notre statut à vie en fait. On est victime de quelque chose. Voilà. C'est pas devenu notre identité. Comme tu disais, les enfants sont victimes souvent. C'est des vécus qu'on a beaucoup en commun, parce que les petits garçons noirs, c'est pas tout le monde, mais c'est quand même plus commun pour nous que les petits garçons noirs font plus âgés, plus vite. On va leur dire oh t'es musclé, t'es machin, voilà. Que les petites filles, il y a aussi beaucoup de petites filles qui ont leur puberté plus tôt, et nous particulièrement on nous colle beaucoup cette étiquette de tu fais plus âgé, tu ressembles plus à une femme. C'est assez clair qu'on ne laisse pas les enfants noirs être des enfants, ou en tout cas on ne les laisse pas assez longtemps être des enfants, contrairement aux autres enfants. Et il faut qu'on fasse très attention à ça, parce que même nous on peut faire cette erreur là, comme tu disais parfois des femmes qui disent oh il est mignon etc, alors qu'on sait que c'est des hommes noirs qui sont relativement jeunes. Donc il faut qu'on protège les enfants noirs, parce qu'on parle beaucoup de Black Lives Matter, donc oui la vie des noirs compte, mais ça veut aussi dire que l'enfance des noirs compte, donc faisons attention à protéger les enfants noirs. Alors en conclusion, c'est super important pour nous de faire cette vidéo. On sait bien sûr que le consentement, on en parle beaucoup, que on prétend pas qu'on apporte de nouvelles connaissances, mais on pourra jamais trop rabâcher les choses sur ce sujet-là. Et on veut vraiment parler aux jeunes femmes, ou même aux femmes en fait, parce que à n'importe quel âge ça peut continuer d'être un problème, et leur dire que leur nom il a de la valeur, qu'elles peuvent être d'accord, mais qu'elles peuvent aussi ne pas être d'accord, et que apprendre à dire non, ça fait pas partie souvent de notre éducation, et que c'est un travail qui peut être long, qu'on doit continuer à faire, et que si vous avez du mal encore aujourd'hui, vous vous dites mais j'arrive pas à dire non, je sais pas comment l'exprimer, je me suis retrouvée dans telle situation parce que j'ai pas été capable de faire comprendre que je ne voulais pas, c'est pas grave, c'est normal, et on vous assure que vous n'êtes pas seul, qu'on est très nombreuses, qu'on ait 17 ans, qu'on en ait 27, qu'on en ait 30, 140. C'est pas facile, c'est des choses qu'on doit apprendre, parce qu'on nous a pas appris qu'on pouvait dire non, que notre non avait de la valeur, qu'on pouvait décider, mais on peut, et vraiment vous n'êtes pas seul. Si vous avez du mal avec tout ça, on est ensemble. Si vous avez observé qu'on vous avez dénié votre consentement, essayez d'agir au mieux pour vous après. Essayez d'en parler aux autres, écrivez quelque part si ça vous fait du bien, allez porter plainte si vous le voulez et le pouvez. On sait que c'est une étape, que ça peut être vraiment dur. Essayez de vous faire accompagner. Ce n'est pas une obligation, parce que vu les statistiques de qui est condamné, le taux d'affaires classées, surtout en matière de viol, on dirait que la justice n'est presque jamais appliquée. Donc n'ayez pas la pression de vous dire que vous devez porter plainte, ou que si vous ne portez pas plainte, ça n'a jamais eu lieu, parce que c'est faux. Vous le savez qu'on ne vous a pas écouté, que cette personne a cru qu'elle pouvait posséder votre corps et vous enlever votre humanité à ce moment-là. C'est faux. Vous avez toujours votre humanité, c'est un laps de temps qui est fini. Donc essayez de trouver un soutien psychologique, et même de vous accorder le temps de ne pas aller bien. Essayez de prendre soin de vous, parce que c'est le plus important.